Bienvenue dans cette analyse approfondie sur la crise systémique qui secoue le Real Madrid. Alors que le FC Barcelone de Hansi Flick célèbre son titre de champion, la Casablanca traverse l'une des tempêtes politiques et tactiques les plus violentes de son histoire récente. Entre les résultats sportifs en berne sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, la colère grimpante des supporters au Santiago Bernabéu avant la réception d'Oviedo et un vestiaire au bord de la rupture psychologique, rien ne va plus. Nous décortiquons aujourd'hui l'incendie interne, le clash sur le terrain entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, les gesticulations de Jude Bellingham et le traitement de faveur accordé à Kylian Mbappé par Florentino Pérez. Pourquoi la sortie médiatique du président madrilène, protégeant le français au détriment de Vinicius Junior, agit-elle comme une bombe à retardement ? Quels sont les blocages tactiques majeurs qui paralysent l'animation offensive des merengues ? Enfin, l'ombre de José Mourinho plane-t-elle réellement sur le banc madrilène pour restaurer l'ordre ? Installez-vous, analysez les cartes thermiques et les données de transition avec nous et plongez dans les coulisses secrètes du football espagnol. Regardez attentivement ces images. Ce que vous voyez, ce n'est pas seulement une mauvaise passe sportive, c'est l'effondrement structurel d'un modèle que l'on pensait invincible. Le Santiago Bernabéu, habitué au triomphe romain et au couronnement de roi, s'apprête ce soir à cracher sa colère face à ce qu'il considère comme une dérive autodestructrice. Au cœur du cyclone, un homme cristallise toutes les névroses d'un club en plein cataclysme. Arrivé comme sauveur de la patrie, couronné par un soulier d'or qui ressemble de plus en plus à un trompe-l'œil statistique, Kylian Mbappé traverse sa toute première grande crise de réputation en Espagne. Et l'accueil que les socios s'apprêtent à lui réserver face à Oviedo s'annonce tout simplement électrique. Lorsque le président tout-puissant Florentino Pérez décide de sortir du silence sur une chaîne nationale, ce n'est jamais un acte anodin, c'est une manœuvre politique de haute voltige. En déclarant de manière presque provocatrice que le Français est son meilleur joueur, celui qui marque le plus, le patriarche madrilène a allumé une mèche thermique au milieu de la poudrière, une déclaration de guerre feutrée qui résonne comme un désaveu terrible pour une partie de son propre vestiaire, Vinicius en tête. Entre les bagarres internes, les échecs tactiques flagrants d'Álvaro Arbeloa et l'insolence d'un FC Barcelone sacré champion, le Real Madrid ne joue pas seulement un match de football ce soir, il joue sa survie institutionnelle. Plongeons ensemble dans les secrets de cette implosion galactique. Pour comprendre la violence de la crise qui frappe la capitale espagnole, il faut impérativement lever les yeux et regarder ce qui se passe chez le rival historique. Le FC Barcelone de Hansi Flick vient de s'emparer de la couronne nationale. Même s'ils ont concédé une défaite anecdotique face à Alavés en faisant tourner massivement leur effectif, les Catalans ont marché sur l'Espagne avec une clarté collective, une fraîcheur de jeu et une philosophie rigoureuse qui font cruellement défaut aux merengues. Cette réussite barcelonaise agit comme un miroir déformé et impitoyable pour Madrid. Chaque victoire de Flick est une gifle pour le projet d'Arbeloa. Chaque clean sheet du Barça souligne les errances défensives d'une Casablanca qui semble avoir perdu son identité footballistique en cours de route. La pression médiatique est devenue suffocante, alimentée par des journaux madrilènes ordinairement si protecteurs, mais aujourd'hui saisis d'une panique profonde. La nomination d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe première était un pari romantique de Florentino Pérez. L'idée de placer un soldat du club, un homme imprégné des valeurs de la maison, pour gérer une transition générationnelle. Mais le costume s'est avéré trop large, trop vite. En succédant indirectement au pragmatisme absolu et à la gestion humaine légendaire d'Ancelotti, Arbeloa s'est retrouvé face à un vide conceptuel qu'il n'a jamais su combler. Les déclarations d'avant-match des techniciens adversaires montrent qu'ils n'ont plus peur du Real Madrid. Ils ont compris que cette équipe ne tenait que par des exploits individuels de plus en plus rares. Les supporters, exaspérés par ce manque flagrant de structure et par la passivité du staff technique face aux crises répétées, promettent l'enfer aux stars de l'équipe. L'ambiance n'est plus à l'union sacrée, elle est au règlement de compte généralisé. Entrons maintenant dans le vif du sujet, là où le football se joue et se décide, le rectangle vert. D'un point de vue purement tactique, le Real Madrid version Arbeloa souffre d'un péché originel de conception. C'est le syndrome de la feuille de match de jeu vidéo où l'on aligne les meilleurs joueurs sans se soucier des zones de confort. Regardez cette animation de leur circuit de passe préférentiel. Nous assistons à un phénomène d'embouteillage absolument inédit dans le football d'élite. Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham aspirent tous les trois le jeu vers le même secteur, le demi-espace gauche.
Lorsque le Real Madrid construit son attaque, ces trois superpuissances individuelles finissent par marcher sur les pieds les unes des autres, réduisant le terrain à moitié et facilitant grandement le travail des blocs bas adverses qui n'ont plus qu'à coulisser de leur côté droit. La conséquence directe de cette inclinaison obsessionnelle vers la gauche est l'abandon total du couloir droit. Sur cette carte thermique, le constat est saisissant, presque effrayant pour un club de ce standing. Le côté droit du Real Madrid est un désert tactique. Sans un ailier de débordement capable de fixer la défense pour étirer le bloc, le jeu madrilène devient d'une prévisibilité larmoyante. Les adversaires l'ont parfaitement intégré, ils se permettent de défendre de manière ultra compacte à l'intérieur, sachant pertinemment que le danger ne viendra jamais d'un renversement de jeu rapide vers la droite. Le manque de largeur structurelle étouffe l'équipe, et l'absence de solution oblige les milieux de terrain à forcer des passes intérieures axiales à haut risque, ouvrant la porte à des contres dévastateurs. Mais le véritable drame de cette équipe réside dans sa structure de prévention, ce que les techniciens appellent la reste-défense. Regardez cet arrêt sur image lors d'une perte de balle haute. C'est une hérésie tactique. Entre les 4 joueurs offensifs qui restent totalement passifs à la perte et le reste du bloc équipe, il y a un espace béant de plus de 30 mètres. Un véritable gouffre, un couloir de la mort que les adversaires exploitent avec une facilité déconcertante. Le Real Madrid concède un nombre de transitions rapides par match absolument alarmant pour une équipe qui prétend dominer son sujet. Le bloc est fendu en deux, incapable d'exercer un contre-pressing coordonné car la distance entre les lignes est beaucoup trop grande. Le milieu de terrain est laissé constamment à l'abandon, livré à lui-même pour éteindre des incendies géants. Les chiffres sous-jacents confirment cette impression visuelle de déliquescence collective. Analysons le PPDA du Real Madrid, cet indicateur qui mesure le nombre de passes que l'adversaire est autorisé à faire avant une action défensive. Plus le chiffre est élevé, moins l'équipe presse. Cette saison, les métriques ont explosé vers le haut, prouvant l'absence totale de pressing coordonné. Le Real Madrid regarde jouer ses adversaires. Conséquence logique, les expected goals concédés sur les phases de transition rapide ont atteint des sommets historiques sous l'ère Pérez. Ce n'est plus une équipe qui maîtrise ses matchs par le ballon ou par sa solidité sans le ballon, c'est une équipe qui subit le rythme imposé par l'adversaire et qui s'en remet uniquement aux miracles individuels de son gardien ou à un sursaut d'orgueil dans les dernières minutes. Comment en est-on arrivé là? La réponse se trouve dans l'absence d'un homme dont le départ a brisé l'équilibre thermique de cette équipe. Toni Kroos. Le milieu défenseur allemand n'était pas simplement un passeur d'élite, il était l'architecte en chef, le régulateur du tempo, celui qui décidait quand l'équipe devait accélérer ou calmer le jeu pour permettre au bloc de remonter proprement. Sans sa science du placement et sa capacité à orienter le jeu dès la première relance, le Real Madrid est devenu une équipe de transition pure, mais sans légende ni la discipline pour défendre bas. En essayant de compenser ce manque de créativité par une accumulation de profils verticaux et physiques, Arbeloa a créé un monstre tactique déséquilibré, incapable de tenir le ballon sous pression et condamné à s'exposer à la moindre perte de balle. Venons-en maintenant au fait de jeu qui a mis le feu aux poudrières médiatiques et qui symbolise à lui seul la rupture psychologique de ce groupe. L'incident violent entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Ce n'est pas une simple dispute de terrain comme on en voit parfois après une mauvaise passe. C'est une fracture idéologique profonde exposée aux yeux du monde. Valverde, le poumon de cette équipe, l'homme qui court pour 3 et qui compense les absences défensives des attaquants depuis des mois, a littéralement explosé contre le positionnement et la manque d'agressivité de Tchouaméni lors d'une phase de transition adverse. Le langage corporel des deux hommes est d'une violence rare pour des coéquipiers. Des index pointés, des visages fermés, un refus flagrant de se replacer ensemble. C'est le cri de frustration d'un milieu de terrain à bout de souffle, fatigué de devoir porter le piano pendant que d'autres se contentent de regarder le spectacle sans faire les efforts de repli indispensables. Cette tension nerveuse ne se limite pas à la doublette du milieu de terrain, elle ronge également une des figures de proue du projet, Jude Bellingham. L'Anglais qui marchait sur l'eau la saison dernière dans un rôle de faux numéro 9 qui lui offrait une liberté totale, semble aujourd'hui emprisonné dans un carcan tactique qui le dessert. Sa frustration est devenue visible, presque théâtrale. Ses provocations maladroites sur le terrain, ses gesticulations incessantes auprès des arbitres et ses reproches répétés envers ses partenaires d'attaque trahissent un malaise profond. Bellingham ne sourit plus. Son langage corporel envoie un signal d'alarme clair à toute l'Europe. Le prodige de Stourbridge se sent bridé,